Alors, bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle Questions de société, nouveau cycle des BU. Donc Lionel Mignot, responsable de la mission culture pour les BU. Donc merci à Monsieur Madel-Rieu d'être venu ce soir. Alors, nous allons évoquer l'influence de la société, l'influence de Darwin sur la philosophie. Alors, c'est une question plus ou moins d'actualité parce que le lundi 12 février est une journée internationale dédiée à Darwin. Et donc l'occasion est toute trouvée d'évoquer avec Monsieur Madel-Rieu le darwinisme. Alors Monsieur Madel-Rieu, vous avez une spécialité qui est le pragmatisme, un courant philosophique d'origine américaine. Alors vous êtes maître de conférence en philosophie contemporaine à l'Université Jean Moulin Lyon 3, responsable du master de philosophie contemporaine et membre junior de l'Institut universitaire de France. Alors vous allez évoquer aujourd'hui la révolution scientifique qui fait suite à la publication de l'origine des espèces en 1859. La publication de Charles Darwin. Alors c'est une véritable nouvelle manière de penser qui à cette époque a rendu obsolètes et inadaptées les conceptions scientifiques, morales, politiques et religieuses, et qui a posé les jalons d'une véritable révolution intellectuelle. Alors, vous avez notamment publié La philosophie de John Dewey, L'influence de Darwin sur la philosophie et autres essais philosophiques. Alors, il est juste là. Bergson et James, 100 ans après. Sur le pragmatisme de William James. L'attitude empiriste de William James. Et enfin, le pragmatisme en 2007, pardon. Donc voilà, je vous passe le relais. Et il y aura bien sûr un temps d'échange prévu à la fin avec le public. Merci, donc bonsoir à tous. Je suis ravi de pouvoir, grâce à l'invitation de Lionel, présenter un peu mes travaux auprès de vous ce soir. Et notamment de rendre ce petit hommage à Darwin pour effectivement l'anniversaire de sa naissance, parce qu'effectivement la date, on s'approche de son anniversaire en février. Mes travaux portent effectivement sur un courant d'origine américaine qui s'appelle le pragmatisme. Et je voudrais très rapidement vous brosser un petit portrait de famille des pragmatistes. Qui sont les pragmatistes avant d'aborder la question de l'influence du darwinisme sur la philosophie et notamment sur ce que les pragmatistes ont pu en faire. Alors pragmatiste, pragmatique, pragmatisme, ce sont des termes qui ne sont pas complètement étrangers, parce qu'on a un usage populaire courant du terme de pragmatique. Je crois encore que Macron a utilisé le terme de pragmatique aujourd'hui ou hier dans son discours en Corse. Il voulait des solutions pragmatiques. Et ce terme, en effet, fait référence en réalité au courant philosophique. Ça n'a sans doute rien à voir avec la formation philosophique d'Emmanuel Macron lui-même, mais ça fait référence à ce courant philosophique d'origine américaine qui s'appelle le pragmatisme, et qui vient du grec pragma, qui veut dire action. Le problème, c'est que l'usage populaire d'un terme philosophique, comme souvent, à la fois retient quelque chose du sens philosophique et en même temps le trahit un peu. C'est comme ça pour l'amour platonique et Platon, c'est comme ça avec l'expression de rester stoïcien pour le stoïcisme, ou des gens qui ont l'esprit cartésien. Ça a toujours quelque chose à voir avec la philosophie dont c'est tiré, et en même temps, ça le trahit un peu. C'est le cas pour pragmatique. Quand on dit que quelqu'un est pragmatique, on dit de lui qu'il regarde au résultat. Il veut passer à l'action. Qu'il ne base pas sa décision sur des idées préalables, des idéologies préalables, des théories, mais que c'est confronté au terrain, dans l'action elle-même, que les choses se font. Et il y a quelque chose de ça dans le pragmatisme des Américains. D'ailleurs, souvent on porterait l'Américain comme étant l'homme pratique par excellence, le pionnier, celui qui n'a pas besoin de philosophie. C'est ce que disait déjà Tocqueville dans son livre sur l'Amérique. Celui qui n'a pas besoin de philosophie, sa vie pratique sert de philosophie. C'est pas faux, car il y a un lien, effectivement, pour les pragmatistes, un lien interne entre la pensée et l'action, entre les idées et les situations concrètes, entre la théorie et la pratique. Mais souvent, l'usage populaire de pragmatique va jusqu'à dire qu'il y a une dichotomie, une différence absolue entre les idées et les actions, et joue souvent l'action
contre les idées. Comme si, effectivement, les idées étaient toujours des choses un peu trop éthérées pour pouvoir changer les choses, et qu'il faut vraiment jouer l'action contre la pensée, contre les idéologies, etc. Et ce n'était pas du tout ce que voulaient dire les pragmatistes, qui au contraire pensaient qu'il y a un lien interne entre les idées et l'action, qu'il s'agit à la fois de rendre la pensée plus pratique, mais de rendre la pratique plus intelligente. Alors, qui étaient les pragmatistes ? Le pragmatiste naît au tournant du 19e et du 20e siècle aux États-Unis, et notamment par deux amis et collègues de Harvard, deux philosophes qui sont également proches des sciences, et l'ensemble des pragmatistes classiques sont proches des sciences. Le premier, c'est Charles Peirce. C'est un peu le génie méconnu du pragmatisme, parce que déjà, il a jamais réussi à avoir un poste fixe à l'université, pour des raisons que je vous passerai. Et puis, il n'a pas été tellement traduit et connu. En France, on ne le connaissait pas, et quand on parlait du pragmatisme en France, même si c'est un courant qui a été largement méconnu, on parlait surtout des autres pragmatistes et pas de Peirce. Mais Peirce était quelqu'un d'absolument génial. Il était le fils d'un des plus grands mathématiciens des États-Unis. Il avait lui-même une formation très poussée en sciences. Il était lui-même un scientifique. Il a fait des avancées dans la logique formelle. Il travaillait dans un laboratoire de géodésie. Et il avait lu dès 13 ou 14 ans la critique de la raison pure de Kant, qu'il connaissait quasiment par cœur. Et à 12 ans, disait-il, a-t-il dit, il avait installé son propre petit laboratoire de chimie, où il faisait des expériences, il faisait des expérimentations. Et il a dit que le pragmatisme, c'était l'esprit de laboratoire. Et il y a un lien, effectivement, entre un certain esprit d'expérimentation et le pragmatisme. Peirce est un petit peu plus connu maintenant en France. On a quelques traductions. Mais ça fait 20 ans, pas plus. Un des signes de ce regain d'intérêt, c'est le fait que Clonie Tiercelin a été élue au Collège de France en philosophie. C'est une spécialiste au départ de Peirce. Et elle a fait beaucoup pour traduire et introduire Peirce en France. Le deuxième collègue, ami de Peirce, et qui pour le coup a une toute autre carrière, parce qu'il a été très célèbre et mondialement célèbre, tout de suite, c'est William James. William James, il a aussi une formation scientifique, alors que son milieu est plutôt, on va dire, littéraire. Son père, c'est un théologien, un peu hétérodoxe, et qui connaît très très bien le milieu littéraire de la Nouvelle-Angleterre, qui connaît personnellement des écrivains du courant qu'on appelle transcendentaliste, comme Emerson, comme Thoreau. Et James jouera sur les genoux de Emerson et baignera dans cette ambiance-là. Et son frère cadet, qui aujourd'hui est sans doute plus connu que lui, c'est le romancier Henry James. Donc c'est une famille, effectivement, dont on aurait voulu connaître les conversations à table. Mais à l'époque, c'est William James, la célébrité de la famille. Et il fait, lui, des études de médecine. Il est d'abord... son premier poste est un poste à Harvard d'anatomie et de physiologie. Il dissèque des cerveaux, il montre aux étudiants comment disséquer des cerveaux de moutons. Et il passe petit à petit à la psychologie. Et puis, il va de plus en plus développer une philosophie. Donc, il va avoir chez lui, vous voyez, une trajectoire comme ça des sciences de la vie. Et c'est pour ça que Darwin sera important. À la psychologie, étude de l'esprit, de la conscience, à la philosophie. Et puis la troisième grande figure du pragmatisme classique qu'on cite souvent, c'est celui qui a donc écrit le livre là, qui est présenté, qu'on a traduit avec un collectif de collègues de l'ENS de Lyon. C'est John Dewey, qui est lui 20 ans leur cadet, qui a la particularité de naître l'année de publication de l'origine des espèces, donc 1859, naissance de Dewey, publication de l'origine des espèces. C'est pas tout à fait en fait une coïncidence. Et qui aura une très très longue carrière. Il mourra en 1952, donc à plus de 90 ans, et il est productif jusqu'au bout. Il a une œuvre immense, et pareil, une œuvre qui n'était pas très connue en France, cachée un peu par celle de William James, et qui était un peu cantonnée dans la pédagogie, car il a été un très très grand réformateur de l'école.
pas seulement un théoricien de l'école, mais un réformateur des institutions scolaires. Et il avait, à Chicago, où il avait fondé le département de philosophie, de psychologie et de pédagogie, il avait fondé une école laboratoire dont il disait que c'était une école expérimentale. Encore une fois, l'idée qu'il faut expérimenter les théories, les idées, est présent chez un pragmatiste. Et ça a lancé un grand mouvement de renovation pédagogique aux États-Unis, qui a été beaucoup décrié par certains, qui a beaucoup détourné aussi le message de Dewey, et qui a provoqué les foudres des forces les plus réactionnaires aux États-Unis, à tel point que lorsque les Russes ont réussi à envoyer le Spoutnik en l'air, on a dit c'est à cause de Dewey, c'est les écoles Dewey, on n'a pas la formation qu'il faut, il faut réformer notre système parce que voilà, on est en retard sur les Russes. Une des particularités de Dewey qui le marque un peu par rapport à Peirce et James, c'est que ça a été un grand intellectuel public. Il a été un intellectuel engagé, il a fondé des syndicats, il a failli créer un troisième parti pour dépasser l'opposition entre démocrates et républicains, et toujours au nom d'une conception radicale de la démocratie. Donc il a une œuvre très 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 riche, et en France, on n'en a connu qu'un tout petit secteur qui était lié à l'éducation, alors qu'il a touché à tous les domaines. Et donc on essaye, avec plusieurs collègues, de faire connaître cette pensée extrêmement riche, qui est revenue sur le devant de la scène, y compris aux États-Unis, parce qu'il y a eu une éclipse du pragmatisme aux États-Unis à partir des années 40-50, après la mort de Dewey. Mais à partir des années 80, des grandes figures américaines de la philosophie se sont réclamées du pragmatisme classique, ont essayé de réactiver cette pensée-là. Je pense notamment à Rorty, et à Hilary Putnam, qui est mort en 2016, là, tout récemment, et qui est aussi un très grand philosophe. Alors moi, mes travaux portent essentiellement sur le pragmatisme classique, sur William James et John Dewey. Et je voudrais du coup présenter un peu leur pensée du point de vue de l'influence de Darwin. Avant, je vais faire encore un petit délai, avant de parler de l'influence de Darwin sur le pragmatisme, je voudrais situer la manière dont ils ont reçu Darwin par rapport à d'autres philosophes. Et essayer de faire un paysage un peu simplifié, mais un paysage qui va donner quelques repères, j'espère, sur l'influence que Darwin et le darwinisme ont pu avoir en philosophie. Il y a eu différents types de réception en philosophie de Darwin, et je voudrais situer du coup le pragmatisme par rapport aux autres types de réception. Alors, je prends quelques précautions. Je ne vais pas faire tous les philosophes, évidemment, qui ont parlé de Darwin. Je vais m'intéresser aux grands courants pour m'intéresser à des influences vraiment massives. Est-ce qu'il y a des grands courants de pensée qui se sont ou non réclamés de Darwin, ou quels étaient leurs rapports à Darwin? Je ne vais pas m'intéresser à ceux qui faisaient uniquement de la philosophie des sciences. Je m'intéresse à des gens qui ont essayé d'exporter au-delà de la biologie et au-delà des sciences un mode de pensée darwinien. Donc une pensée, vous voyez, darwinienne profonde et riche. Et puis, dernière précaution, Darwin et le darwinisme, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et même au début du XXe siècle, ce sont des termes qui, en fait, sont un peu flous, parce qu'ils peuvent dire plusieurs choses et faire référence à différentes thèses chez Darwin. Et il y a des conflits d'interprétation. La théorie bouge d'ailleurs elle-même. Darwin fait bouger un peu sa théorie. Et donc, ça peut faire référence à différentes thèses, et tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur quelle thèse est proprement darwinienne. Et forcément, les philosophes non plus ne se réclament pas forcément de toutes les thèses. Est-ce que c'est par exemple l'évolution des espèces, le fait que les espèces se transforment? Est-ce qu'on est darwinien si on accepte de dire les espèces se transforment? Est-ce que c'est au contraire le gradualisme? Est-ce que Darwin, c'est le fait que les espèces se transforment petit à petit par toutes petites différences sur des échelles de temps très très grandes et non pas par mutation brusque? Est-ce qu'on est darwinien si on accepte la thèse de la descendance modifiée, la descendance avec modification, c'est-à-dire la thèse qu'il y a un ancêtre commun à des lignées différentes? Est-ce qu'on est darwinien si on accepte la thèse de la sélection naturelle comme mécanisme d'explication de l'évolution? Est-ce qu'on est darwinien si on accepte la thèse de la survie du plus apte? Vous voyez, c'est tout un ensemble de thèses qui jouent chez Darwin et qui ont pu être reprises
soit toutes, soit partiellement, et qui ont donc des influences très variables. Donc, même les pragmatistes ne récupèrent pas toutes les thèses, et donc il y a forcément du jeu dans les influences. Alors, je pars sur mon espèce de paysage sur la réception en philosophie, hein, pas en sciences, en philosophie de Darwin. Alors, je dirais qu'il y a un premier groupe de philosophes qui, j'appellerais ça les traîtres. C'est ceux qui instrumentalisent Darwin et le darwinisme au service d'une doctrine qui existait avant Darwin et qu'en réalité Darwin conteste. Et donc qui essayent d'utiliser la théorie darwinienne au service d'idées qui en réalité auraient dû être complètement contestées et éliminées par le darwinisme. Un des exemples les plus flagrants de cet usage, la philosophique déformateur forcément de Darwin, c'est ce qu'on a appelé le darwinisme social. Et le père inspirateur du darwinisme social, c'est un philosophe anglais qui s'appelle Spencer, bien méconnu aujourd'hui, bien oublié aujourd'hui, mais qui a été la grande star de la philosophie en Angleterre pendant 30 ans, dans la deuxième moitié du 19e siècle, à tel point que quand on parlait d'évolutionnisme, on ne pensait pas à Darwin, on pensait à Spencer. C'est lui qui avait nommé son système, son grand système philosophique d'évolutionniste, et Darwin ne voulait pas qu'on fasse des amalgames avec sa propre théorie. C'est pour ça qu'il n'a jamais utilisé le terme d'évolution dans l'origine des espèces. Il y a simplement le verbe évoluer qui apparaît à la dernière phrase du livre de la première édition, et donc effectivement il ne voulait pas qu'on assimile sa théorie à celle de Spencer. Spencer, lui, sa théorie, c'était effectivement que tout évoluait, tout, et il avait essayé de dégager une loi universelle d'évolution. Il pensait que tous les phénomènes, depuis les phénomènes astronomiques jusqu'aux phénomènes sociaux, moraux, politiques, suivent une seule et même loi de complexification et d'organisation graduelle. Et cette loi était une loi de progrès qui fait qu'on passait de quelque chose qui était inférieur avant à quelque chose qui est supérieur après. Et de manière nécessaire, parce que ça suivait une loi nécessaire. Donc il y avait différents stades de complexification des phénomènes, et on passait par exemple de la nébuleuse primitive à l'origine du système solaire à un système solaire organisé avec des corps différenciés entre eux et pourtant articulés dans un seul système. Il pensait que les sociétés évoluaient de la même manière, que l'esprit, depuis la conscience des nouveau-nés jusqu'à la conscience adulte, évolue de la même manière, et donc une seule et même loi d'organisation progressive des phénomènes, de leur différenciation et de leur complexification, pouvait tout expliquer. Il avait la clé universelle. Et le darwinisme social consistait à dire, à appliquer l'idée que il y a une loi de progrès nécessaire dans les sociétés qui fait que les moins aptes ne doivent pas survivre, ne survivent pas et ne doivent pas survivre parce qu'ils témoignent d'un stade antérieur de l'évolution. Par les moins aptes, évidemment, les darwinistes ou darwiniens sociaux pensaient aux handicapés, aux pauvres, et en général s'en prenaient donc à tous les systèmes qui cherchaient à aider les plus démunis, à porter assistance aux plus démunis, parce qu'au contraire, du coup, ça maintenait l'évolution sociale à un stade antérieur. Ça freinait le progrès. Il ne fallait pas contrevenir à la loi du progrès et laisser mourir les moins aptes. Ça, c'était les plus gentils. C'est-à-dire ceux qui étaient les ultralibéraux. Les ultralibéraux, ils disaient il faut laisser faire, il ne faut pas intervenir, il ne faut pas apporter assistance. De toute façon, ils vont dépérir par eux-mêmes. Les plus méchants, à commencer par le cousin de Darwin, qui s'appelait Galton, et qui est, lui, à l'origine du mouvement qu'on appelle l'eugénisme, pensait qu'il fallait prendre les devants de la loi des progrès, qu'il fallait un peu accélérer les choses, et il ne fallait pas juste laisser faire la sélection naturelle, mais faire une sélection artificielle, et non seulement ne pas apporter assistance aux plus démunis, mais les éliminer directement. Parce que, puisqu'ils allaient se croiser avec les autres, ils allaient faire dégénérer la race.
Et le racisme se rajoutait par-dessus en pensant qu'il y avait effectivement une évolution des sociétés, depuis les sociétés primitives ou des races primitives jusqu'aux races supérieures, et que les sociétés primitives d'aujourd'hui étaient le témoin de stades antérieurs, primitifs, de notre société, alors même qu'elles nous sont contemporaines. Voilà, donc ça, c'est un premier usage de Darwin, et on voit tout de suite effectivement en quoi le darwinisme devait exploser en réalité une telle pensée. Parce qu'elle reposait sur une idée d'un progrès qui était unilinéaire et finalisé et nécessaire. Progrès unilinéaire, parce qu'on pouvait aligner les différentes étapes ou les différentes sociétés selon une seule et même ligne, une seule et même échelle, avec des sociétés inférieures et des sociétés supérieures. Donc on pouvait toutes les aligner, faire fi de leur hétérogénéité, de leurs différences, pour dire, ben voilà, en fait, les différentes sociétés ne représentent que différentes étapes d'une même évolution. Et nous, évidemment, blancs, anglais du 19e siècle, civilisés, nous sommes la dernière étape de l'évolution, nous sommes les plus civilisés, et on mesure les autres sociétés à l'aune de notre propre développement. Donc il y a des sociétés sous-développées, en voie de développement et développées. On ne s'est pas débarrassé de ce vocabulaire aujourd'hui, qui présuppose effectivement un modèle unilinéaire, qui est finalisé, c'est-à-dire on sait déjà la fin. La loi du progrès a déjà un but, voyez. Ça n'est pas le hasard, et chaque étape suit une succession nécessaire et hiérarchisée. Alors quand on regarde effectivement le petit schéma, Lionel, je ne sais pas si vous pouvez regarder, parce que ouvrir l'origine des espèces à la page indiquée par le marque-page, parce que avec les deux mains je ne vais pas y arriver. Mais donc le seul et unique schéma de Darwin, c'est ce qu'il appelle l'arbre de la vie. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais on voit effectivement ce qui va devenir la représentation courante aujourd'hui de l'évolution des espèces, à savoir une évolution en forme arborescente, avec des divergences, loin d'avoir effectivement un progrès unilinéaire, où on pourrait aligner tous les êtres vivants selon une seule et même échelle, l'échelle des êtres, avec des animaux du coup inférieurs, moins développés, et des animaux supérieurs. Il y a effectivement un pluralisme et une prolifération divergente de lignées, qui fait que non seulement il n'y a pas de ligne unique, mais il n'y a pas de loi nécessaire, il y a de la contingence, il y a de la variation, il y a de l'accident dans l'évolution des espèces, et puis il n'y a pas évidemment de but unique. Tout ça n'est pas finalisé en fonction d'un dessein qui ferait que l'homme, par exemple, ou l'être humain serait le but de l'évolution. Donc vous voyez, ces darwiniens sociaux se disaient ou s'est réclamés de Darwin, mais en réalité, ils utilisaient le darwinisme en faveur d'une idéologie qui était bien antérieure à Darwin, qui remontait en fait au XVIIIe siècle, qui était accoudée à l'idée de progrès unilinéaire, et que justement Darwin devait critiquer fortement. À l'autre bout du spectre politique, vous remarquerez que le marxisme suivait le même schéma général d'évolution et de réflexion sur l'histoire. Et Engels, donc le co-auteur du manifeste du Parti communiste avec Marx, a écrit un livre qui s'appelait La dialectique, qu'il n'a jamais publié, qui s'appelle La dialectique de la nature, où il dit grâce à Darwin, on a effectivement une conception révolutionnaire de la nature, et non pas une conception conservatrice. Les conservateurs, c'est ceux qui veulent que toutes les choses restent en l'état, la nature est fixe, elle est immuable, elle ne bouge pas, elle ne change pas. Mais Darwin, lui, c'est un révolutionnaire en sciences, parce qu'il nous montre que la nature bouge, a des transformations, et il faut faire des transformations. Mais chez Engels et chez Marx, il y avait l'idée que ces transformations obéissaient à des lois qui étaient les lois dialectiques de l'histoire, les lois de la lutte des classes, qui emportaient l'ensemble des sociétés vers un but prédéfini, qu'on pouvait anticiper, la société sans classe, et qu'elle le faisait selon des étapes qui s'enchaînaient de manière nécessaire. Les contradictions de chaque société faisaient que nécessairement on passait à l'étape d'après. Et donc on avait un même schéma unilinéaire, déterministe, et finalisé. Donc ça, c'est le premier groupe.
les traîtres. Deuxième groupe, ce sont les adversaires, les philosophes adversaires. C'est ceux qui n'hésitent pas à intervenir sur le terrain de la science pour dire que non, Darwin n'a pas compris le phénomène de la vie. Il y a quelque chose dans sa théorie, et peut-être même dans toutes les sciences biologiques, et du fait même qu'elles sont des sciences, qui font que leur échappe ce que c'est que la vie. Et donc, ils ne peuvent pas avoir une compréhension réelle de ce que c'est que la vie dans son évolution. L'exemple le plus célèbre, il est français, de ce philosophe interventionniste, c'est Bergson. Bergson, en 1912, écrit L'évolution créatrice, et Darwin est un de ses adversaires en réalité. Spencer en est un autre, et il va essayer de les renvoyer dos à dos, mais il considère que la théorie de Darwin est trop mécaniste, elle fait trop de place au hasard, pour rendre compte de ce que c'est que la vie, et lui pense qu'il y a une sorte de finalité, une directionnalité dans l'évolution de la vie, même s'il y a des séries divergentes, et il accepte totalement la divergence, même s'il y a quand même du hasard, de la contingence, que tout n'est pas complètement déterminé, même si le plan n'est pas complètement conçu dans tous ses détails, on va quand même dans une certaine direction, et cette direction, c'est quand même l'homme, c'est quand même l'être humain. Et donc il y a une sorte d'élan vital qui est unique et qui est l'acteur en réalité de l'évolution. Donc ça, c'est un adversaire. Deuxième groupe qui réceptionne Darwin. Alors, à leur décharge, effectivement, c'est des auteurs qui sont plus difficilement lisibles aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses dans Bergson et beaucoup de choses de très grande valeur. C'est des auteurs qui sont un peu moins lisibles, parce que Darwin a gagné en réalité aujourd'hui, mais à l'époque, il n'avait pas encore tout à fait gagné. C'était encore flottant. Il y avait beaucoup de théories en concurrence et la génétique n'était pas venue apporter effectivement une confirmation spectaculaire des mécanismes de l'évolution tels que Darwin l'avait pensé. Et donc, il y avait des lacunes dans l'explication de Darwin qui faisaient que les conflits, les débats laissaient un plus grand jeu à des théories contraires. Troisième groupe, je les appellerais les indifférents, ou ceux qui témoignent d'une certaine neutralité hostile à Darwin. Alors eux, ils pensent que Darwin, c'est peut-être un très 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 grand scientifique, qui a peut-être révolutionné la biologie, les sciences de la vie, mais il n'y a pas de raison que ça ait beaucoup d'influence en philosophie. Et donc ils essayent de montrer que la philosophie ne doit pas être influencée par Darwin ou n'a pas à l'être. Que ce sont des questions très importantes, scientifiques, etc., mais la philosophie doit être indifférente, ou en tout cas ne doit pas subir une telle influence. Et ce qui est frappant, c'est que les indifférents constituent les fondateurs des deux mouvements qui se partagent en réalité la scène philosophique aujourd'hui. Il y a deux grands courants philosophiques massifs. Le premier, c'est la philosophie analytique, notamment développée dans les pays anglo-saxons. Le second, c'est la phénoménologie. C'est deux grands courants majeurs aujourd'hui. Eh bien, leurs fondateurs étaient tout à fait indifférents à Darwin. Et non seulement indifférents, mais même, effectivement, ont essayé de restreindre l'influence de Darwin. De faire que ça n'ait pas d'influence en philosophie. Alors, je voudrais vous citer deux citations. Je voudrais être exact, donc je regarde mes notes. L'une d'un grand philosophe anglais qui s'appelle Russell, qui est un des fondateurs de la philosophie analytique. Et voilà ce qu'il dit. Dans un de ses livres qui pourtant s'appelle La méthode scientifique en philosophie. Il était pour utiliser une certaine méthode scientifique en philosophie, mais manifestement, il ne pensait pas à Darwin. Ce que la biologie a rendu probable, dit-il, c'est que les diverses espèces descendent par adaptation d'un ancêtre moins différencié qu'elles-mêmes. Donc c'est Darwin. Ce fait est en soi excessivement intéressant, mais il n'appartient pas au genre de fait dont on peut tirer des conséquences philosophiques. Deuxième citation, celle de son disciple qui deviendra un des grands maîtres de la philosophie anglo-américaine, c'est Wittgenstein. Et dans son légendaire
Tractatus Logico-Philosophicus, qui fait publier en 1922, il dit ceci, c'est une série d'aphorismes, hein, ce livre. Il y a un des aphorismes qui dit « La théorie de Darwin n'a pas plus à voir avec la philosophie que n'importe quelle autre hypothèse des sciences de la nature ». Ils essayent de faire une partition en réalité entre les sciences empiriques, les sciences de la nature et la philosophie. Les sciences empiriques s'occupent des faits de la nature. Mais la philosophie ne s'occupe pas des faits, elle s'occupe d'autre chose. Et il y a une telle séparation, une telle dichotomie entre l'activité philosophique et l'activité scientifique, qu'une révolution aussi bouleversante que Darwin n'a pas donc à avoir de conséquences en philosophie. Il y a une séparation des terrains. Et chacun bien dans son coin, et je ne sais pas ce qui sera bien gardé par là, mais en tout cas, sera préservé la philosophie comme étant pure de toute intrusion, de toute influence dans la connaissance des faits. Et donc, si vous voulez un petit peu caricaturer le propos, on pourrait dire, mais on pourrait être encore dans un monde pré-darwinien et penser que les espèces n'évoluent pas, qu'elles sont fixes, qu'elles ne se transforment pas, qu'elles ont été créées par un grand architecte, et ça ne change rien à la philosophie de ces gens-là. On pourrait continuer à faire de la philosophie exactement de la même manière parce qu'il n'y aurait pas eu d'influence. Et je vous passe, la même analyse sur Husserl, qui est le fondateur de la phénoménologie, autre courant, mais qui également pensait qu'il y avait une séparation stricte entre le domaine de la philosophie et le domaine des sciences de la nature. Bien. Quatrième rapport, qui du coup à la fois n'a pas été hostile au darwinisme comme le bergsonisme, qui n'a pas été indifférent ou a cherché à cantonner le darwinisme dans les seules sciences, mais a au contraire essayé d'activement montrer qu'il y avait une influence et qu'il devait y avoir une influence de Darwin sur la philosophie, et qui, contrairement à Spencer et les autres, n'ont pas essayé d'instrumentaliser forcément Darwin, mais partir de Darwin lui-même, et notamment de l'idée que l'évolution était pluraliste, qu'elle n'était pas finalisée et qu'elle laissait la place au hasard, eh bien je ne vois que les pragmatistes. Et donc c'est à mettre à leur crédit. Et historiquement, je crois que c'est le seul courant majeur, et je ne suis pas le seul évidemment à le penser, hein, il y a des livres entiers dessus, c'est le seul courant majeur qui a cherché à activement montrer qu'il pouvait y avoir une influence donc de Darwin sur la philosophie, comme le montre le titre de John Dewey. Et donc là, pour le reste de la présentation, je voudrais vous montrer quels usages, quel type d'influence les pragmatistes ont reçu de Darwin. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Darwin en philosophie? Et je pense on peut différencier trois grands usages de Darwin par les pragmatistes. Le premier usage, je l'appellerais l'idée qu'il faut faire un prolongement théorique de Darwin en philosophie. Et donc là, Darwin est pris, ou le darwinisme est pris comme une théorie de base incontournable qu'il faut prolonger au-delà de la biologie, au-delà de l'étude des plantes et des animaux, ce que d'un certain côté les darwinismes sociaux faisaient aussi, mais comme on l'a vu, de manière très infidèle. Donc prolongement théorique. Deuxième usage, c'est un usage plutôt méthodologique. Il s'agit de prendre Darwin comme un certain modèle explicatif et de transporter ce modèle explicatif, donc les types de causes qu'il a dégagées, à d'autres domaines que celui des plantes et des animaux. Okay, donc transposition méthodologique. Et troisième usage, c'est le plus abstrait, le plus général, je dirais que Darwin, pour eux, au-delà même d'une théorie et au-delà même d'une méthode, incarne une certaine attitude intellectuelle, une certaine manière de penser, un mode de pensée qu'il faut justement généraliser et appliquer à des choses, à toutes choses, à la morale, à la politique, à la religion, à la science et dans tous les secteurs en réalité de l'expérience humaine. Une attitude générale, un mode de pensée. Alors, c'est ces trois usages que je veux sur lequel je veux dire un mot ce soir. Alors, prolongement théorique. Le prolongement théorique suppose qu'il y a une certaine continuité entre les disciplines pour qu'une discipline
puisse influencer d'autres disciplines. La discipline de base ici, donc, c'est la biologie. Étude des rapports des organismes avec leur environnement. Et le principe que vont adopter les pragmatistes, c'est un peu un principe de domino, à savoir que petit à petit, par discipline interposée, la philosophie va être influencée par la biologie. Parce que la biologie va apporter une révolution scientifique dans d'autres disciplines, et ces autres disciplines vont apporter une révolution en philosophie. Et donc c'est l'idée qu'il faut propager le choc révolutionnaire darwinien de discipline en discipline, de la biologie jusqu'à la philosophie. Et la discipline cruciale, qui est la discipline en fait intermédiaire, qui fait de la transition entre biologie et philosophie, c'est la psychologie. Et donc il va s'agir de faire en psychologie la même révolution que Darwin a fait en biologie, donc de transposer, de propager la révolution darwinienne en psychologie et d'étudier la psychologie d'un point de vue darwinien, d'un point de vue biologique, tout en respectant les spécificités de la psychologie. Et ensuite, une fois que cette révolution est faite, une fois que ce bouleversement est fait, ça aura des conséquences en philosophie. Parce que l'étude de l'esprit ne peut pas laisser indifférent la philosophie. Et donc l'acteur clé dans cet prolongement théorique, c'est William James, parce que précisément il est psychologue. Alors, Darwin avait montré dans l'origine des espèces en 1859 que si telle modification morphologique comme le cou de la girafe qui est plus long était sélectionnée au cours de l'évolution, c'est parce qu'elle présentait un avantage adaptatif pour l'individu dans son environnement. C'est pour ça que petit à petit, cette variation, un allongement infime du cou de certains animaux ont été sélectionnés et qu'une espèce se transforme en une autre espèce. Donc c'est l'avantage adaptatif, c'est l'utilité dans un environnement donné qui explique la sélection. C'est l'ajustement de l'organe à l'environnement qui explique qu'il a été sélectionné, préservé par l'environnement et par les lois de l'hérédité, transmis aux descendants et renforcé par accumulation de petites différences jusqu'à ce que ces petites différences fassent de grandes différences. James raisonne de la même manière en psychologie. Il se dit pourquoi la conscience est apparue dans l'évolution des espèces. Pourquoi l'esprit, avec toutes les fonctions psychologiques qu'on lui connaît aujourd'hui, perception, mémoire, faculté de concevoir des idées générales, des concepts, langage, raisonnement, imagination, association des idées, tous ces chapitres de la psychologie traditionnelle doivent s'expliquer de la même manière parce que la conscience et l'esprit ont été sélectionnés au cours de l'évolution des espèces parce qu'ils présentaient un avantage adaptatif dans les relations entre les organismes et leurs environnements. Et donc l'esprit s'est développé parce qu'il était utile, parce qu'il permettait d'améliorer les interactions des organismes pensants avec leur environnement. L'instinct, c'est très bien, ça permet d'avoir des réactions ajustées à l'environnement, mais ces réactions instinctives, réflexes, sont fixes, très peu souples, très peu adaptables, relativement uniformes. Et lorsque, effectivement, grâce aux facultés de la mémoire, de la perception, de l'association des idées, on peut ne pas réagir de manière purement instinctive, mais réfléchir à la réaction qu'on va faire, on augmente l'adaptabilité à l'environnement. On peut réagir de manière plus ajustée à des situations particulières. Et par conséquent, c'est une amélioration globale. Il y a un avantage immense dans les relations avec l'environnement. Vous voyez le poisson que vous venez de pêcher, vous le rejetez à l'eau, il va remordre à l'hameçon 2 secondes plus tard. Bon. Mais vous, dit James, être humain, vous avez des lobes frontaux hyper développés, et grâce à ça, vous évitez les pièges. La deuxième fois qu'on vous fait le même piège, vous ne tombez pas dedans. Parce que vous avez le souvenir du piège précédent, vous vous souvenez de ce qui s'est passé, vous déroulez les conséquences et vous anticipez l'expérience future.
Et donc, vous modifiez votre action grâce à vos capacités cognitives. Et par conséquent, l'esprit est là pour modifier votre action, pour faire une différence dans votre conduite, pour permettre de mieux l'ajuster. Et on voit, et on commence à voir, c'est ce qui c'est le thème du pragmatisme, à savoir la pensée est là pour faire une modification dans la pratique, pour rendre la pratique plus intelligente. Voyez. Et par conséquent, l'esprit ne s'est pas développé pour rien, pour le plaisir de penser, mais sous la contrainte de l'adaptation à l'environnement et comme des nouveaux outils, comme un nouvel outil, comme de nouveaux organes qui n'est pas physique mais psychologique, pour s'adapter à l'environnement. Et donc vous voyez, il y a dans cette première prolongement de la biologie à la psychologie ce qu'on appelle aujourd'hui un naturalisme, à savoir il s'agit de réinsérer l'esprit dans la nature. La psychologie ne peut plus faire comme avant, à savoir penser qu'on peut étudier les facultés mentales comme si l'être humain était un esprit purement pensant, comme s'il n'était pas en même temps un être vivant, en relation pratique, vitale avec son environnement qui le soutient, qui lui apporte certaines faveurs, mais qui en même temps peut le détruire, et qu'il faut chercher auquel il faut chercher à s'ajuster et auquel on peut essayer d'apporter même des améliorations, le transformer pour qu'il réponde mieux aux intérêts de la vie. Donc, on réinsère l'esprit dans la nature. L'esprit n'est pas en dehors de la nature. Il n'y a pas un dualisme entre la nature d'un côté et l'humanité de l'autre. Et du coup, nouveau domino, influence de la psychologie ainsi darwinisée, si on peut dire, sur la philosophie, et avant tout sur la philosophie de la connaissance, celle qui s'intéresse à l'esprit en tant qu'il connaît, qu'il a des idées, des concepts, qu'il élabore des théories. Depuis Descartes et dans toute la philosophie moderne, on disait voilà, la connaissance est une certaine relation entre un sujet et un objet. Le sujet a certaines représentations des objets et il faut faire le tri parmi ces représentations entre celles qui sont vraies et celles qui sont fausses, celles qui sont dans un certain rapport à l'objet tel que ces représentations sont vraies. Rapport, on disait, être un rapport de correspondance ou d'adéquation à l'objet. La vérité, c'est la relation d'adéquation entre des représentations qui sont dans l'esprit du sujet et les objets. Ok, bien. Vous voyez que cette relation du sujet et de l'objet, on va la repenser complètement différemment lorsqu'on dit que cette relation cognitive n'est pas première. Elle est seconde sur des relations plus larges qui sont les interactions vivantes d'un organisme avec son environnement. Que la relation cognitive que nous avons avec la réalité est en fait une spécialisation des interactions vitales. Et que connaître est une certaine spécialisation de l'activité vitale. Et qu'on ne peut pas connaître, effectivement, si d'abord on ne vivait pas et si la connaissance n'était pas un tel rapport vital. Qu'est-ce que ça veut dire sur le statut des idées et sur le statut de la vérité ? Eh bien, les idées sont considérées comme des instruments. C'est plus considéré comme des copies qui devraient représenter passivement la réalité. Les idées, les théories sont des instruments qui nous permettent de nous ajuster à la réalité et de transformer aux besoins la réalité. C'est comme les outils que les premiers hommes préhistoriques ont développés. En même temps que nos ancêtres préhistoriques développaient des outils, ils ont développé des idées. Et certaines de ces idées sont encore parmi nous, comme certains de leurs outils. Et ces idées sont des instruments mentaux, comme les outils sont des instruments physiques. Mais ils ont à peu près le même statut. Ce sont des moyens d'action. Et par conséquent, effectivement, pour tester les idées, eh bien, il faut les utiliser. Il faut les mettre en pratique, comme les outils. Avant de savoir si un outil est bon ou mauvais, eh bien, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir a priori si un outil est bon ou mauvais, parce qu'un outil se définit par sa fonction, et il fonctionne plus ou moins bien. Et sa valeur, la valeur de cet outil, est définie par la manière dont il arrive bien à fonctionner, c'est-à-dire s'il permet à effectivement faire le travail pour lequel il a été conçu. Les idées, c'est pareil. Est-ce qu'elles font bien le travail pour lequel elles ont été conçues ? Est-ce que nos théories font bien le travail pour lequel elles ont été conçues ? Eh bien, il faut les utiliser. Et c'est l'usage de ces théories en pratique, dans les situations, qui nous permet de connaître la valeur des idées. Et on appellera vraies
les idées qui réussissent en ce sens, c'est-à-dire qui fonctionnent bien, qui nous permettent de bien nous ajuster aux objets. Prenons un concept très simple, le concept de chien. Voyez, c'est un concept général, une idée générale. C'est pas tel ou tel chien, c'est pas Médor, c'est pas Mirza, c'est pas Milou, c'est chien en général. Et dans les théories anciennes du concept, on disait voilà, qu'est-ce que c'est qu'un concept? C'est la liste des traits communs à tous les chiens individuels. Donc qu'est-ce qu'ont en commun Milou, Mirza, Médor? Ils sont des mammifères, ils sont aboyants, ils sont poilus, etc. Et donc on dit voilà, c'est notre idée générale de chien. Ouais. Donc c'est une sorte de copie du chien idéal, sachant que le chien idéal, c'est la liste des traits communs entre tous les chiens particuliers. Voilà. Une sorte d'image abstraite du chien. Aucun rapport avec l'action. Mais pourquoi on forme ce concept de chien, se disent les pragmatistes? Eh bien, c'est un moyen pour pouvoir améliorer les relations avec ces individus particuliers que sont les chiens. C'est un moyen d'action qui fait que je peux anticiper les actions du chien sur moi et les actions que je vais pouvoir faire sur le chien. Un chien, c'est quelque chose qui peut me mordre, par exemple. Donc si vous savez qu'un chien, ça peut mordre, c'est dans votre idée générale de chien, eh ben, vous allez modifier éventuellement votre conduite si vous êtes en train de faire votre jogging à la campagne et que vous passez à côté d'une ferme. Et donc, les concepts sont des plans d'action. Voyez, ça n'est pas des copies inertes de la réalité. Or, l'idée de copie inerte de la réalité, en réalité, était pré-darwinien au sens où les théories anciennes ou traditionnelles de la connaissance considéraient que, finalement, l'esprit était fait pour connaître la réalité. Que la réalité était faite pour être connue par l'esprit. Et qu'entre l'esprit et la réalité, il y avait une sorte d'harmonie préétablie, d'accord de principe, qui faisait que l'esprit avait juste à avoir des représentations de la réalité pour pouvoir être dit connaître la réalité. Une sorte d'harmonie préétablie. Et si Darwin a été important, c'est précisément qu'il a montré qu'il n'y avait pas d'harmonie préétablie dans la nature. Entre le bec du pinson et les larves sous l'écorce, entre la forme du bec du pinson et la larve sous l'écorce, il n'y a pas d'harmonie préétablie comme le pensait la théologie naturelle. La théologie naturelle pensait qu'il y avait un grand architecte qui avait préadapté chaque partie de la nature les unes avec les autres, comme un horloger préadapte les parties de la montre entre elles pour que la montre fasse un tout. Voyez, Dieu, c'était ça. C'était celui qui préadaptait toutes les parties. Donc il y avait une harmonie préétablie dans la nature. James dit, demandez à la larve ce qu'elle pense de l'harmonie préétablie. Et Darwin, effectivement, justifie l'adaptation d'une toute autre manière qui n'est pas préétablie. Ce sont des variations qui apparaissent spontanément et qui sont a posteriori sélectionnées par l'environnement si elles présentent un avantage, si elles fonctionnent. Donc Darwin remplace la convenance a posteriori à l'harmonie préétablie. Et la théorie de la vérité des pragmatistes, c'est la même chose. Entre une idée et l'objet, entre nos théories et la réalité, il faut substituer la convenance a posteriori à l'harmonie préétablie. Et donc, il faut les essayer. Il faut les mettre en pratique et donc, il faut les expérimenter. Et les grandes idées scientifiques, ce ne sont que des hypothèses qu'il faut expérimenter. Et tant qu'on n'a pas expérimenté, tant qu'on ne les a pas confrontées à l'expérience, tant que l'expérience ne les a pas sélectionnées, tant qu'elle n'a pas fait le tri entre les hypothèses qui sont purement fantaisistes et les hypothèses qui marchent, on ne peut pas savoir celles qui sont vraies et celles qui sont fausses. D'où l'expérimentalisme des pragmatistes. Et d'où donc leur usage du terme de sélection, comme si nos idées sont sélectionnées aussi. On doit s'entraîner à sélectionner les meilleures idées. Et les idées qui doivent survivre sont celles qui sont les plus aptes à pouvoir rendre compte, effectivement, de la réalité et de nos rapports, et d'améliorer nos rapports avec la réalité. Ça, c'est le premier usage, donc prolongement théorique, vous voyez, c'était un peu long, parce que il faut être minutieux et effectivement faire toute la cascade de dominos depuis la biologie jusqu'à la philosophie pour comprendre l'influence, donc indirecte, mais néanmoins réelle, de la biologie sur la philosophie. Je n'ai pas regardé l'heure, mais Lionel, tu me préviens quand on est... Bon. Donc deuxième usage, et je dirai plus rapidement, c'est la transposition méthodologique. Cette fois-ci, c'est effectivement prendre le modèle explicatif de Darwin et l'appliquer à un domaine qui est autre que celui de l'étude des plantes et des animaux. Il y a un exemple très clair chez James qui concerne la philosophie sociale.
il est en but, James, à des philosophes sociaux qui sont d'ailleurs des héritiers de Spencer ou des disciples de Spencer et qui sont déterministes. Ils pensent que les individus, la manière dont ils pensent, la manière dont ils se conduisent sont déterminés par leur environnement, par leur milieu, par leur classe, par leur race, par leur époque. Et que s'il y a donc une évolution des sociétés, elle est entièrement déterminée par l'environnement. Okay. Et James dit, non, on ne peut pas penser l'évolution comme ça, l'évolution sociale comme ça. Regardez ce qu'a fait Darwin avec l'évolution des organismes vivants, l'évolution biologique. Il a montré qu'il n'y avait pas qu'une seule causalité qui était déterminante, l'environnement qui détermine la manière dont les individus agissent. L'intérêt de Darwin, c'est qu'il a montré qu'il y avait deux causes, et pas une seule. La première, c'est la variation spontanée. Et elle se situe au niveau de l'individu. Dans une espèce donnée, il y a un individu qui présente une toute petite différence par rapport aux autres. Donc c'est l'animal qui présente un cou un tout petit peu plus long que ses congénères. Petite différence qui apparaît au niveau individuel. Il ne savait pas encore la génétique à cette époque, donc il ne pouvait pas savoir qu'il y avait des mutations génétiques à l'origine de ces petites différences, mais il y a une variation qui est spontanée, qui est aléatoire, et qui n'est pas produite par l'environnement. C'est ça qui est important. D'accord ? Elle apparaît comme ça. Et ensuite, deuxième cause, c'est celle de l'environnement. Est-ce que cette petite différence apporte un avantage adaptatif ? En temps de sécheresse, l'animal qui a un cou un tout petit peu plus long peut brouter les feuilles un tout petit peu plus hautes dans l'arbre. Et donc, alors que ce congénère meurt, lui a plus de chances de survivre. Et il va léguer de manière héréditaire sa caractéristique morphologique à ses descendants. Donc un cou un tout petit peu plus long. Et si les descendants de ce descendant ont un cou également un petit peu plus long, qui est également sélectionné par l'environnement, petit à petit, par accumulation graduelle, on a un cou qui va s'allonger, qui explique la girafe. Et donc la transformation. Donc l'environnement, et c'est très important, ne cause pas la différence. Elle ne cause pas la variation. Il n'est pas déterminant, il n'est pas productif, l'environnement, il n'est que sélectif. Il rejette ou il accepte. Un autre environnement fait que cette différence n'était pas un avantage, mais au contraire un inconvénient. Ce qui fait que l'avantage est entièrement relatif à l'environnement. Il n'y a pas d'avantage absolu. D'accord ? Et donc tout avantage est toujours précaire. Et James dit, c'est la même chose en fait, il faut penser l'évolution sociale comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un changement social, un progrès social ? Eh bien, les petites différences, c'est les individus qui les amènent. Le progrès social, le changement dans nos sociétés, c'est les individus qui sont la force d'innovation. Ils ont une nouvelle idée, ils ont une nouvelle pratique, ils modifient les coutumes, ils ne font pas les choses exactement de la même manière. Ils apportent quelque chose de différent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans les individus, dit James, c'est leurs petites différences. On est globalement les mêmes, mais en fait, ce qui nous intéresse chez les gens, c'est ce par quoi ils diffèrent. Parce que c'est ce qui va apporter justement une petite différence. Et cette petite différence va peut-être apporter de grands bouleversements, faire de grandes différences sociales, à condition, deuxième causalité, que l'environnement les accepte. C'est-à-dire que la communauté, que la société accepte cette innovation. Elle peut la rejeter. Il y a des innovations qui viennent trop tôt, d'autres qui viennent trop tard, d'autres qui sont complètement absurdes. Et petit à petit, du coup, les innovations sont sélectionnées ainsi. Et donc, pour qu'il y ait changement social, évolution sociale, il faut les deux. Il faut des différences et il faut qu'elles soient sélectionnées. Et il dit cette phrase, est-ce que je vais pouvoir... elle est inscrite au fronton de la salle William James à Harvard. Donc c'est sacré, donc je vais le dire, je vais la retrouver plutôt comme ça. Vous la lire plutôt. Il disait, voilà, la communauté stagne sans l'impulsion de l'individu. C'est lui qui donne l'impulsion. L'impulsion s'éteint sans la sympathie de la communauté. Deux causalités. Et du coup, il n'y a pas de déterminisme, il y a un élément de nouveauté, de hasard, comme de les variations spontanées de Darwin, qui fait qu'on ne peut pas dire vers où va la société. Et on ne peut pas anticiper l'état de la société dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et il conçoit l'histoire comme étant un processus essentiellement bifurcant. Et il s'en est tenu de peu pour que l'histoire aille à gauche ou à droite. Et sans cesse, on bifurque. Et pour James, c'était une théorie faite pour mobiliser
les gens disaient, ben voilà, vous pouvez faire des différences. Vous pouvez faire des différences pratiques. Il faut agir, il faut transformer les situations. Vous pourrez ne pas réussir, mais il faut au moins essayer parce que les différences sont produites comme ça. Vous n'êtes pas déterminé à agir, etc. Donc vous voyez là, transposition et récupération de l'élément de hasard, d'indéterminisme, de variation spontanée qu'il y avait chez Darwin contre toute idée d'un processus téléologique, finalisé, nécessaire et unilinéaire. Ouais, ça bifurque tout le temps. Et donc voilà. Et donc ça les Américains ont retenu parce que tous les films américains sont construits comme ça. C'est un individu qui va faire une différence. On peut faire une différence. Ça c'est vraiment incarné, enfin imprégné dans la mentalité américaine. Ça c'est mon deuxième schéma, enfin c'est mon deuxième usage qui valait aussi, vous voyez, pour les idées. On a des idées, elles sont sélectionnées ou pas par l'expérience. Troisième usage, enfin, le plus général, c'est celui sur lequel Dewey, du coup, a beaucoup insisté sur le livre que donc, on a traduit et commenté avec les collègues. C'est l'idée que, au-delà même d'une théorie particulière qui doit, par cascade successive, entraîner des bouleversements dans les théories philosophiques, et au-delà même d'un certain type de modèle explicatif qui doit donner une certaine méthode pour comprendre les évolutions, autres que les évolutions biologiques, le darwinisme, c'est une certaine manière de penser, c'est une certaine attitude que la philosophie doit extraire du darwinisme et généraliser à l'ensemble de l'expérience humaine. Darwin, c'est donc un mode de pensée darwinien, et les pragmatistes vont critiquer d'autres modes de pensée qu'ils vont du coup considérer comme étant pré-darwiniens, comme ils n'ont pas encore fait. Et en philosophie, et même ailleurs, dans tous les secteurs de la vie, on pense encore de manière pré-darwinienne, pense-t-il, dans un certain nombre de secteurs, quand on continue à utiliser certains concepts, certaines catégories, certains principes, qui, au contraire, témoignent donc d'une attitude pré-darwinienne. Je vous lis juste la première page de cet article, qui dit bien que pour Dewey, Darwin n'est pas le nom simplement d'une révolution scientifique, mais plus largement d'une révolution intellectuelle qui devrait nous forcer à penser autrement, à changer notre manière de penser. Je vous lis cette page. Le fait que la publication de l'origine des espèces ait marqué un tournant dans le développement des sciences de la nature est bien connu du profane. En revanche, le fait que la combinaison même des mots origine et espèce ait induit une révolte intellectuelle, donc une révolte intellectuelle, pas simplement scientifique, et introduit un nouveau tempérament intellectuel est largement négligé par l'expert. Les conceptions qui restèrent dominantes en philosophie de la nature et en philosophie de la connaissance pendant 2000 ans, et qui finirent par devenir un milieu familier pour l'esprit, reposaient sur l'hypothèse de la supériorité du fixe et du final. Elles reposaient sur le traitement du changement et de l'origine comme des signes de défaut et d'irréalité. En touchant à l'arche sacrée de la permanence absolue, et en considérant comme ayant une origine et un terme les formes, qui avaient été conçues comme des types de fixité et de perfection, l'origine des espèces a introduit une manière de penser qui finalement ne pouvait que transformer la logique de la connaissance et aussi le traitement des questions morales, politiques et religieuses. Et quelques pages plus loin, il a une formule encore plus ramassée. La philosophie renonce à toute enquête sur les origines absolues et les finalités absolues. Et pour Dewey, donc, être darwinien, c'est être anti-absolutiste. C'est-à-dire bannir tout mode de pensée qui fait référence à quelque chose d'absolu. Quelque chose qui soit de l'ordre du principe fixe et immuable, de la forme atemporelle, quelque chose qui soit soustrait au changement, aux aléas de l'expérience, et qui soit au-dessus, comme ça, de l'expérience. Darwin l'a fait pour les espèces. Espèce, le terme est intéressant parce que en grec et en latin, les termes pour dire espèce, espèce vivante, c'était les mêmes termes que pour dire forme, ou idée, ou essence, eidos. Et par conséquent, le concept de forme, le concept d'espèce, le concept d'essence, avait une portée bien plus générale
qu'une simple portée biologique, on va dire. Les concepts de forme, d'essence, d'espèce sont mobilisés dans tous les secteurs, j'allais dire, de la pensée. En morale, en politique. Il y a des formes, on reconnaît des formes, on cherche des essences, on cherche des principes qui sont fixes, des principes absolus, qui ne peuvent pas varier. Et bien, chaque fois qu'on pense en termes de principes fixes, de formes, d'espèces, on pense en termes pré-darwiniens pour Dewey. Et du coup, la révolution philosophique qui doit être induite par l'évolution scientifique de Darwin, c'est de critiquer en philosophie et dans nos manières de penser tout recours, toute référence à de tels principes fixes et absolus. La science, l'évolution des sciences est ici également un modèle important pour les pragmatistes, puisque pour eux, la science et l'histoire des sciences montrent que petit à petit, les scientifiques se sont défaits de toute référence à des absolus. Il n'y a plus, pour les scientifiques, de principes qui soient absolus, comme les axiomes de la géométrie euclidienne, qui seraient des vérités évidentes pour elles-mêmes et sur lesquelles on allait fonder tout le reste des connaissances. Des principes qui sont absolument vrais, certains, indubitables, et sur lesquels on peut faire reposer tout le reste. Donc ils servent de fondement. Est-ce que l'absolu, c'est ça son rôle, c'est de servir de fondement à la connaissance, ou à la morale, ou à la politique. La science montre, au contraire, pour les pragmatistes, ils sont ce qu'on appelle des faillibilistes, c'est même eux qui inventent le terme de faillibilisme, contre la doctrine de l'infaillibilité papale, d'ailleurs, c'est Peirce qui fait l'allusion, pensent que les théories les plus vérifiées des sciences ne sont jamais que des hypothèses, ce ne sont pas des principes a priori, soustraits à la transformation, soustraits à la critique, hypothèses qui peuvent toujours être remis en cause dans le cours des expérimentations futures. Et c'est comme ça que la science progresse même, c'est en ne s'accrochant pas à des principes qui bloqueraient l'enquête scientifique. Tout peut être sujet à la critique, tout peut être critiqué, tout peut être transformé. Il y a donc une évolution des concepts et des théories, comme il y a une évolution des espèces. Il n'y a pas de forme fixe qui ferait que les individus particuliers n'évolueraient qu'en référence à une forme fixe. C'est pareil pour la morale. Il n'y a pas de principe fixe, il n'y a pas de principe absolu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de principe, mais les principes sont des instruments de lecture des situations particulières, des instruments généraux, qui nous permettent de réfléchir dans des situations particulières, morales, dans des problèmes moraux, dans des situations de conflits moraux. Mais ce sont simplement des instruments, et il ne faut pas hésiter à les reconfigurer, les reconstruire, s'ils ne fonctionnent plus, si au lieu de permettre d'ajuster et d'améliorer nos relations morales entre individus, ils bloquent la situation morale parce qu'on les considère comme sacrées, comme absolues, comme étant le fondement sur lequel toute la morale doit être construite. Il y a même un juriste pragmatiste qui disait la Constitution américaine, la Constitution, c'est une expérimentation. Même les principes de la Constitution, il faut des amendements. Les amendements sont essentiels au principe de la Constitution. Il faut considérer la démocratie, Dewey a beaucoup insisté là-dessus, comme un régime expérimentaliste, qui ne repose pas sur des principes absolus. Une organisation sociale qui reposerait sur des formes fixes, que ce soit par exemple une différenciation entre classes fixes, fondée sur des aptitudes psychologiques, qu'on considérait complètement atemporelles, chez les femmes ou chez les hommes, ou chez ceux qui obéissent, ceux qui commandent, ceux qui travaillent, ceux qui produisent, ceux qui savent au contraire réfléchir, etc., etc. On a beaucoup de modèles comme ça d'organisation sociale fondés sur des principes fixes et qui en fait témoignent d'un mode de pensée pré-darwinien. Et au contraire, pour Dewey, pour James, le pragmatisme, c'est l'esprit expérimental de la démocratie, qui est une sorte de processus de reconstruction continue de notre organisation sociale et des relations entre nous. Et donc pour eux, la démocratie et la science, d'une certaine manière, bien pensées, sont les témoins de l'influence de Darwin sur la philosophie. Alors voilà, il faut, disent les pragmatistes, cesser de se penser comme effectivement, et c'est la modestie nécessaire pour tous les darwiniens, c'est de penser comme étant ceux qui sont en adéquation absolue avec l'univers, on a accès aux vérités ultimes, on peut avoir la certitude absolue, arriver jusqu'au fondement des choses, comme si effectivement l'histoire ne montrait pas que les principes absolus d'une génération étaient complètement bouleversés dans la génération suivante. Non, il faut au contraire se voir, comme le disait
François Jacob, d'ailleurs, à propos de l'évolution, comme des bricoleurs. On bricole et on essaie d'améliorer les choses petit à petit, sans se référer à des principes fixes et absolus. Voilà en tout cas l'esprit darwinien pour les pragmatistes. Merci. Alors, merci beaucoup, c'est tout à fait passionnant. Je pense qu'on pourra en parler des heures. Bon, on n'a pas plusieurs heures devant nous ce soir. Je ne sais pas si vous avez des questions, profitez-en, on a encore un petit peu de temps. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence extrêmement très belle, très éclairante. Bien. Et donc, j'ai plusieurs questions. D'abord, là, vous venez de faire valoir à quel point les pragmatistes, disons, sont fidèles à l'esprit du darwinisme. Mais diriez-vous que le pragmatisme est un darwinisme? Diriez-vous donc que Darwin est la référence principale, peut-être même exclusive, des pragmatistes? Ou bien, somme toute, est-il un des éléments de leur paysage intellectuel? Et est-ce que ce n'est pas un effet, disons, de la conférence de ce soir, que de croire que le darwinisme est à ce point au cœur du pragmatisme? Ça, c'est une question. Et une autre question, je veux pas, c'est celle de l'exception humaine, parce que effectivement, l'origine des espèces vient à relativiser, en tout cas, l'exceptionnalité du fait humain. Et qu'en est-il de la pensée pragmatiste à ce sujet-là, disons, eu égard à la vieille métaphysique de la différence de l'homme par rapport à tous les autres vivants, disons, comme ça, voilà. Merci. Alors, oui, vous avez raison, il y a un effet évidemment d'insistance de ma part sur le darwinisme. C'est une influence très réelle, ce n'est pas la seule. Ils ont conjugué beaucoup d'autres influences, assez variées d'ailleurs, qui sont assez différentes d'un pragmatiste à l'autre. Certaines sont proprement philosophiques. James est très influencé par les empiristes classiques, par exemple, par Hume, par Locke. Dewey est plutôt influencé par Hegel, qui est donc à l'opposé du spectre philosophique, vous voyez. Peirce, c'était Kant. Donc il y a des influences très différentes. Mais Darwin a quand même été un point commun à tous. C'est vraiment très très clair, et c'est d'autant plus clair quand effectivement on juxtapose, comme je l'ai fait, les pragmatistes par rapport aux autres courants. Là, ça ressort d'autant plus. On voit la centralité de leur référence. Après, ils ne sont pas intégralement darwiniens, et au sens où dans les transpositions méthodologiques, par exemple, ils ne vont pas aller jusqu'à essayer de montrer que toutes les thèses que Darwin utilise pour expliquer l'évolution des espèces doivent être appliquées au phénomène qu'il s'occupe. Pour ce qui est de votre seconde question sur l'exceptionnalité humaine, alors c'est très très clair que pour eux, effectivement, l'être humain n'est pas une exception dans la nature. Ils sont anti-exceptionnalistes. Et ils sont toute idée, c'est même un des traits communs qu'a très, très fortement souligné Dewey, contre tout dualisme, contre toute idée qu'il y aurait des différences de nature dans la nature. Et comme si effectivement il y avait une différence de nature entre l'animal et l'homme, entre l'esprit et la matière. Ils sont contre effectivement la dichotomie, le dualisme entre esprit et la matière. On l'a vu comment ils essayaient de réintégrer l'esprit à l'intérieur des relations vitales. Ça ne veut pas dire qu'ils soient réductionnistes, parce qu'il y a différentes formes de naturalisme, et il y a des naturalistes qui sont réductionnistes et qui essayent effectivement de rabattre la totalité des différences ou des distinctions sur un seul plan, et de dire par exemple que l'esprit n'est qu'une illusion, n'est qu'un épiphénomène, que tout ça en fait ce sont des mouvements dans les cellules cérébrales que finalement la chimie et finalement la physique pourra étudier. Et finalement la biologie, la psychologie et la philosophie peuvent se réduire à la physique. C'est la physique qui a le dernier mot, c'est la théorie de base. Et donc vous voyez, là il n'y a même pas de différence entre les différentes disciplines, et il n'y a pas de différence dans les objets. Ils ne sont pas réductionnistes ainsi. Ils pensent qu'il y a une émergence en fait de l'esprit par rapport à la vie. Il y a une émergence de la vie par rapport à la matière, et que ça fait des différences qualitatives. Et donc ils essaient de tenir le milieu entre l'exceptionnaliste qui pense qu'il y a des différences absolues
et les réductionnistes qui pensent qu'il n'y a aucune différence. Et ils voient effectivement, et Dewey notamment voit la nature comme une sorte de grande histoire où la vie émerge de la matière, mais à un niveau de complication tel qu'on ne peut pas réduire la vie à des processus uniquement matériels. Et l'esprit émerge de la vie ensuite, mais à un niveau de complication tel qu'on ne peut pas réduire les phénomènes mentaux à de pires phénomènes vitaux, biologiques. Puisqu'effectivement, une action intelligente ne peut pas être réduite à une action instinctive. Ça fait une différence dans la conduite, ça fait une différence dans la pratique, et donc on ne peut pas écarter cette différence. Et donc, il y a une certaine différence des êtres humains. Mais c'est une différence qui n'est pas une différence de nature. Merci pour cette belle conférence. Et par rapport aux penseurs de la complexité ou de la systémique, est-ce que vous diriez que quelqu'un comme Edgar Morin a des inspirations darwinistes ou pragmatistes? Alors, j'ai pas vraiment fouillé la question, mais j'avais été invité, alors que j'avais juste soutenu ma thèse sur William James, j'avais été invité effectivement par Jean-Louis Lemoigne et tout le club Edgar Morin et de la pensée de la complexité, parce qu'ils voyaient, eux, effectivement, de leur point de vue, des ressemblances. J'ai pas fouillé la question. Eux, ils le voyaient. Dans les conférences, moi je voyais beaucoup de malentendus, mais voilà, bon, c'est une question qu'il faudrait effectivement fouiller. En tout cas, il y a effectivement l'idée que la complexité d'organisation et donc des relations d'interaction entre les termes font émerger effectivement des nouveautés et qu'on ne peut pas réduire du coup ces nouveautés. Et la première pensée de l'émergence, c'est en fait un empiriste qui s'appelait John Stuart Mill et qui disait, bah, vous voyez l'eau, elle a des propriétés émergentes par rapport à ses composants chimiques qui sont oxygène, hydrogène. Quand vous prenez oxygène, hydrogène, ça ne mouille pas. Mais quand vous les mettez ensemble dans une molécule où ils sont en relation complexe, ça fait apparaître des propriétés qui ne sont pas réductibles aux propriétés des éléments de base. Donc on a deux niveaux, le niveau des particules hors relation, si vous voulez, et quand elles sont en relation, il y a des nouvelles propriétés qui émergent. Et donc cette pensée de la complexité, effectivement, est liée à cette pensée de l'émergence de nouvelles propriétés qui permet de penser à la fois une sorte de continuation, parce qu'il n'y a pas de propriété de l'eau sans les propriétés moléculaires de l'hydrogène et de l'oxygène. Vous voyez, donc il y a bien une continuation, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'écart dans la nature, il n'y a pas d'écart ontologique, on va dire. Et en même temps, ça laisse quand même la place pour penser l'idée d'une complexification qui soit autre chose qu'une simple différence de degré, de quantité. Il y a des vraies nouveautés qui apparaissent.